Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Réforme politique, deux pays, deux réalités. Pendant que beaucoup de Togolais souhaitent la limitation du mandat présidentiel à deux, des Béninois sont dans la rue contre le mandat unique soumis au Parlement. Produits avariés déversés sur les marchés togolais, Damayoko José, arrêté en début de semaine, a été déféré hier à la prison civile de Lomé avec deux de ses présumés complices. Phénomène de santé publique, que faire pour mettre fin au réseau de commercialisation des produits impropres à la consommation? D'un phénomène à un autre, la vindicte populaire prend des proportions inquiétantes au Togo. Bien que punie par la loi, la justice populaire devient de plus en plus banale. Nos invités dans ce studio, Maxime Domenic, directeur de la rédaction du billet hebdomadaire L'Alternative, et Delphonse Akmaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo, Pasteur Edo, commis président du mouvement Martin Luther King, et bien évidemment Dieudonné Korolakina, directeur de la publication du billet hebdomadaire Togo Matin, qui va nous rejoindre incessamment. Les spéciales sur Pyramide FM, bienvenue. Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. 105.5 FM. Maxime Domenic, bonsoir. Oui, bonsoir Honoré, c'est un plaisir d'être là avec vous cet après-midi. Voilà. Bonsoir aux auditeurs auditrices de Radio Pyramide FM. Voilà. Et Delphonse Akmaki. Oui, bonsoir tout le monde. Voilà. Je vous le rappelle, notre quatrième invité, Dieudonné Korolakina, va nous rejoindre incessamment dans cette émission. Nous démarrons cette émission bien évidemment par une page noire. Vous en savez également, Laurent Sadou, le confrère de RFI, n'est plus. Il s'en est allé hier à 51 ans. Delphonse, vous avez certainement gardé une image de l'homme. Oui, je l'ai suivi sur Radio France Internationale, dans le journal Afrique, où la plupart du temps, avec sa voix, Laurent Sadou. Et ce que j'ai pu garder de l'homme, c'est sa maîtrise des sujets purement africains. Et puis son talent de mettre à la disposition de tous les auditeurs du monde son savoir-faire. Aujourd'hui, je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux dire? L'homme s'en est allé et en tant que chrétien, nous demanderons au Père de la vie de lui accorder le bonheur éternel. Bonsoir Edo. Oui. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Je crois que c'est la phrase là qui est célèbre, qui va demeurer toujours. Et elle porte la signature de Laurent Sadou. Moi, écoutez, c'est une voix comme tout le monde le dit. Et j'ai toujours envie de suivre le journal d'Afrique Midi. Afrique Midi. Et avec la maîtrise du sujet, très simple, comme s'il jouait au théâtre, très facile pour le monsieur. En tout cas, ce monsieur va nous manquer à tous les Africains. Je crois que c'est une célébrité qui en est allée, et que le Seigneur lui fasse grâce et qu'il se repose en paix, comme on le dit. En tout cas, il va rester demeurer dans la pensée de tous les Africains. Merci. Oui, vous savez, c'était comme une bombe lorsque nous avons appris la nouvelle hier, que Laurent Sadou, c'est, je pense, l'un des journalistes de RFI, l'un des plus adulés en tout cas sur le continent africain, parce que comme l'a dit tout à l'heure le Pasteur Edo et avant lui Delphonse, c'est un monsieur dont la présentation fascine tout le monde. On dirait un spectacle qu'il sert chaque midi aux auditeurs. Prenez soin de vous, chaque jour est une vie, travaillons à la beauté des choses. Et voilà quoi, c'est une grande voix.
aujourd'hui, vous allez le remarquer, c'est pas, je connais pas sa nationalité, il doit être français, j'en sais rien. Mais un peu partout, moi, j'ai fait un peu le tour des réseaux sociaux ce matin, un peu partout, que ce soit au Togo ou ailleurs, dans d'autres pays. Il y a beaucoup de personnes qui ont levé la voix pour pleurer cette voix qui va nous manquer. On dirait, voilà, un président africain ou un grand artiste africain plus qu'un président africain. Oui, qui s'en est allé. Et donc, ça démontre combien de fois la personne était aimée, appréciée, adulée par les Africains. Combien de fois il rendait service à cette communauté africaine, voilà, à RFI. Donc, nous pleurons une grande voix. Ce sera difficile de trouver une voix, quelqu'un qui fasse comme lui, qui le remplace à RFI. Ne serait-ce que pour sa présentation, beaucoup de personnes captaient RFI à midi, dans le journal Afrique Midi. Donc voilà, qu'il repose en paix. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à la mort de Laurent Sadou. Au Togo, on force les gens à mourir, la vindicte populaire qui prend de plus en plus d'ampleur. Vous le constatez, à chaque coin de rue, finalement, on crie au voleur et à la fin, au feu. Pasteur Edo, c'est un phénomène, finalement, qui prend de l'ampleur. Non, ce phénomène, finalement, je crois que ça devient très récurrent et cela doit nous interpeller les autorités. Mais interpeller aussi les citoyens, parce que se rendre justice, ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas ôter la vie, parce que c'est Dieu seul qui donne la vie. On ne peut pas lui ôter. Donc ce phénomène, jusqu'au jour d'aujourd'hui, entre-temps, on pensait que ça a été maîtrisé, mais ces derniers temps, un peu partout dans les coins de la rue, on crie au voleur et finalement, le voleur laisse sa peau karma et ça devient l'image n'est pas agréable à voir quand on voit des corps brûlés. C'est vrai quand même que quand vous écoutez les gens, on vous dit que la plupart c'est des gens des voleurs. En fait, le voleur c'est un criminel, c'est un meurtrier, parce que le voleur, quand il vient pour voler, il vient en même temps pour tuer. Il vient en même temps pour détruire, c'est ce que nous dit la Bible. Donc, le volet, c'est vrai quand même qu'il est meurtrier, mais quand on met la main sur lui, on doit le remettre au service compétent pour qu'il réponde de ses actes. Mais la plupart des temps, les gens disent que c'est des voleurs qui sont plus fréquents dans le quartier, et qui volent. Ils volent une semaine, 2 semaines après, on les arrête, ils reviennent encore gaillardement devant les victimes pour dire, écoutez, mais qu'est-ce que vous avez vu? Bon, me voici, je suis là. Alors, donc, avec ces propos-là, c'est des propos quand même qui montent, qui sont de nature à provoquer les victimes. Donc ça fait que, les gens disent, mais il faut que nous-mêmes on finisse avec eux. Mais je crois que ce phénomène-là, cette manière de faire n'est pas normale. Et il va falloir quand même qu'on commence par punir ceux qui se livrent à ce genre de comportement. Et je crois que la sécurité doit être encore plus accrue pour que vraiment on puisse finir avec ce phénomène. Ildefonse Sapaki, comment en est-on arrivé là? Vous savez, je voudrais faire une petite remarque par rapport à la vindicte populaire. Quand vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est dit que la personne humaine est sacrée. Et lorsque vous prenez les Saintes Écritures, nous allons au-delà de cela. La Bible ne dit pas d'ôter la vie à un être. Voilà pourquoi, quand Caïn avait ôté la vie à Abel, le Seigneur Dieu a dit, son sang crie vengeance vers moi. Alors, moi, qu'est-ce que je ferai? Je ferai aussi vengeance. Alors, en tant que chrétien, pris sur cet angle, je ne suis pas d'avis avec ceux qui se livrent à la vindicte populaire. Alors, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi en est-on... Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? Vous savez que de nos investigations, il ressort que lorsqu'on met la main sur un voleur qui a eu le temps, lui aussi, d'ôter la vie ou de blesser celui chez qui il est allé pour voler,
quelques jours, quelques semaines après, on le retrouve en liberté. Alors que cette personne a été arrêtée et remise aux autorités compétentes. Quand je parle d'autorités compétentes, soit aux policiers ou aux gendarmes. Alors, cela a provoqué des émous. Voilà pourquoi. C'est ce que moi j'ai pu recueillir comme investigation. Des fois, quand nous allons sur des lieux où des gens ont été brûlés, nous demandons pourquoi ça. C'est ce qu'ils répondent. Quand nous allons les remettre maintenant aux forces de l'ordre, nous allons les retrouver 2 jours ou 3 jours, bien 1 semaine après, en liberté. Alors, on préfère leur faire la fête. Il urge aujourd'hui qu'on interpelle à plus un titre les autorités qui ont en charge de la sécurité dans notre pays. Il s'agit de la sécurité publique et non de la sécurité d'un homme ou bien d'un clan. C'est parce qu'on a beaucoup plus axé la protection et la sécurisation au niveau des dirigeants, des gouvernants togolais, qu'on ne regarde plus la population qui est considérée comme des menus frutés. Alors, je ne sais pas comment les qualifier, des gens sans cœur ni loi, quand ils vont pour voler, ils arrachent la vie aux gens, on préfère leur arracher aussi la vie. Donc, interpellons les autorités togolaises compétentes pour qu'elles prennent leurs responsabilités. Maxime, parce que justement, le phénomène d'insécurité est devenu grandissant et donc avec son cortège de conséquences. Comme l'ont dit le pasteur et puis Ildefonse, en fait, lorsque vous avez travaillé pendant, je ne sais pas quoi, 1 an, 2 ans, 3 ans pour acquérir un bien, très difficilement à la sueur de votre front, et que en 1 seconde ou je sais pas quoi, en l'espace de quelques secondes, de quelques minutes, vous retrouvez avec une personne que vous ne connaissez pas qui vous menace avec une arme, tentant de vous arracher ce bien, et que vous arrivez à vous sauver ou bien alerter l'opinion, que les gens viennent à votre secours, vous ne manifestez plus de sentiments, quelconque sentiment vis-à-vis de cette personne. Vous voyez un peu. Maintenant, si vous savez que si vous conduisez cette personne auprès des autorités compétentes, à la gendarmerie, à la police, à la justice en tout cas, que ces personnes peuvent vous rendre justice. Et que voilà, celui qui tentait d'arracher votre bien sera mis face à ses responsabilités. Au moins, vous serez un peu confiant, vous serez un peu rassuré. Mais lorsque ça vous arrive une fois, que vous retrouvez cette même personne, votre bourreau en fait, en circulation, mais la prochaine fois que vous vous retrouvez dans la même situation, croyez-moi, vous ne serez plus tenté, en tout cas pas du tout, de remettre votre bourreau ou le voleur dans les mains de la justice. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est ce qui arrive. Il y a une crise de confiance entre la population et le système judiciaire. Et on le dit tous les jours. Il y a une crise, il y a une cassure entre la population et le système judiciaire. Mais même ceux qui, parfois, même ceux qui sont dans les commissariats, les corps habillés, même eux-mêmes se plaignent. Ils se plaignent que parfois, ils interpellent des gens, ils les conduisent à la justice, et le lendemain, le surlendemain, ces mêmes personnes reviennent les saluer, bien reviennent les narguer en circulation. Oui, je ne travaille aucun secret en le disant. Il suffit juste de discuter un peu avec les gendarmes, les policiers, ils vous le diront. Donc, il y a cette cassure, et ce qui fait que quand les gens, bien lorsque les gens n'ont plus l'impression de pouvoir bénéficier, de pouvoir jouir de la protection de l'État, les gens, ils se rendent justice eux-mêmes. Et c'est dangereux pourtant, c'est très dangereux parce que, vous savez, un innocent peut se retrouver comme ça dans cette situation et justement, il n'y a pas de recours. La justice est organisée de telle façon que si cette personne est innocente, en tout cas, cette personne a la possibilité d'exercer des droits de recours. Il y a voilà, la chambre, la cour d'appel, la cour de cassation, et ainsi de suite. Mais lorsque vous brûlez la personne, il se trouve que cette personne est innocente, cette personne n'a plus de recours. Vous voyez, donc c'est un sort tellement cruel, dramatique, qu'il ne faut pas encourager. Mais, lorsque vous mettez à la place de cette personne, est-ce que vous savez que par exemple, les immigrants, ils ont leur système qu'ils appellent Wakampay, c'est-à-dire que tu as la moto, mais tu paies progressivement. Si jamais quelque chose arrive à la moto, parce que vous avez signé le contrat au commissariat ou à la gendarmerie, tu te retrouves en prison. Et donc, est-ce que vous savez qu'il y a ces immigrants qui se retrouvent en prison parce que leur moto leur a été volée? Ou bien, ils ont été gravement blessés
parce que bon, ils ont été attaqués et que des gens tentaient de leur arracher les motos à coups de machette et de fusées, tout ça. Lorsque ça vous arrive une fois, ou bien lorsque ça arrive une fois à vos proches, et que vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas rassuré que ces bourreaux seront poursuivis, atteints et jugés, mais alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous êtes tenté de commettre l'irréparable. De commettre l'irréparable. Maintenant, pour mettre fin ou freiner le phénomène, il faut que les services de sécurité puissent améliorer leurs prestations vis-à-vis des citoyens. Il faut que les services de sécurité puissent améliorer leurs prestations. Il faut que, par exemple, si quelqu'un crie au secours, que cette personne puisse être capable de pouvoir jouir ou bien de bénéficier de la protection dans les minutes qui suivent. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais s'il n'y a pas ça, les gens seront obligés de livrer ça. On va prêcher, on va prêcher dans le vide. Genre, on va sensibiliser les gens n'importe comment. Mais tant que les gens n'auront pas la certitude que ils pourront bénéficier de la protection de l'État, voilà, quand ça va se reproduire, ils seront tentés de commettre les mêmes forfaits. C'est ce qui est triste. C'est ce qui est triste. Il dépend quelle solution pour mettre fin à ce phénomène. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Quand on nous parle de civisme, il faut revenir aux fondamentaux même du civisme. Ne pas le dire en l'air. Et ceux qui le disent, il faut qu'ils soient eux-mêmes, d'abord, de bons exemples. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Maxime, c'est vrai que ce que vous avez eu le temps de bâtir pendant des années, quand vous le perdez en une seconde, on a mal. Ça fait mal. Maintenant, comme le phénomène est récurrent et que sur le lieu même où on met la main sur ces gens de personnes, il n'y a pas pour la plupart du temps les forces de sécurité, il faudrait que les gouvernants fassent tout pour éviter à la population ce que nous appelons la faim. Parce que la faim pousse certains à faire quoi? À aller voler. Le manque d'un certain nombre de choses pousse certains aussi à aller voler. Donc, la misère, la pauvreté. Voilà, justement, la misère, la pauvreté. Et pour la plupart du temps, ceux qui arrivent facilement à arracher la vie aux gens, c'est-à-dire des gens qui volent des motos, des gens qui volent des véhicules, c'est des gens qui habitent dans des lieux où règne le gangstérisme, où règne l'abus du tabagisme, de la drogue. C'est des lieux aussi qu'il faut essayer de circonscrire, d'essayer de mettre la main sur ces genres de personnes qui, pendant la nuit, commettent des gaffes. Tout revient à nos dirigeants. Il faut qu'ils soient dirigeants dans tous les domaines pour prendre leurs responsabilités. Voilà, nous avons été rejoints dans ce studio depuis quelques minutes, aussi par Dieudonné Kororakina, directeur de la publication du billet hebdomadaire Togo Matin. Nous allons revenir tout à l'heure vers lui. Mais avant lui, Pasteur Edo, vous en tant que défenseur des droits de l'homme, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer les autorités pour en discuter avec elles? Oui, je crois qu'on en a discuté. Discuté avec le ministère des droits de l'homme, avec la justice, même avec le ministère de la sécurité sur le sujet. Vous savez, aujourd'hui, il y a le vol à main armée. Les gens volent avec les armes. Alors là, c'est ce système-là très développé et très moderne du vol qui pousse certains même certains concitoyens à faire usage, à pratiquer la vindicte populaire. Parce qu'avec les armes, quand vous êtes avec des personnes armées et que vous arrivez à désarmer, donc peut-être il faut en finir avec eux. Donc, comme l'a dit, aujourd'hui c'est la pauvreté, la misère, les jeunes qui sont là, qui n'ont rien à faire, et qui sont tentés aussi, même quand vous retournez même à la prison où on met les prévenus, c'est-à-dire les bandits, les délinquants primaires, avec les gangsters, au même lieu à la prison civile, dans nos prisons. Alors ça fait que celui qui est le délinquant primaire, qui a volé quelque chose, bon, petit vol, quelque chose de petit, on dit mais c'est ça qui t'a fait venir en prison, mais viens, nous on va t'enseigner comment on vole avec les armes.
Alors, nous avons toujours demandé à ce qu'on ne sait pas, ces délinquants primaires en prison, qu'il y a eu quand même, qu'il y a séparation. Pour que les bandits, les délinquants primaires ne soient pas en contact avec les voleurs, les bandits de grand chemin. Alors, ça fait longtemps que nous disons cela, mais le phénomène, le système est toujours resté le même. Donc, ça fait que les gens facilement sont des récidivistes, et puis ça fait que beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes-là deviennent des voleurs, et quand on les prend, donc c'est le sort que les autres veulent leur réserver. Donc, je crois que il va falloir quand même que la sécurité soit, qu'on voit la prestation, et qu'au niveau du tribunal aussi, de la justice, qu'on puisse revoir les choses, pour que les gens, quand quelqu'un va en prison pour une peine de 3 ans, et qu'il arrive à purger les 3 ans, 2 fois, alors il va réfléchir autrement. Mais quand la peine de 3 ans est transformée d'une manière, on ne sait pas par quelle alchimie, en 1 an, en 1 mois, en 2 mois, le monsieur sort, ben apparemment, il ne sent pas la portée des actes qu'il pose. Donc ça, je crois que le problème aussi se trouve au niveau des autorités, que ce soit les autorités judiciaires et les auxiliaires de la justice. Non, mais nous sommes tout d'abord, il faut que je commence par présenter toutes mes excuses aux auditeurs. Je sais au plus profond de moi que c'est manquer de respect aux gens que de répondre tardivement à un rendez-vous. Je m'incline et toutes mes excuses. Et alors, pour répondre à la question, nous sommes tous là à déplorer le phénomène. Sauf que le phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Et les raisons profondes de ce phénomène, en fait, vous savez, les pratiquants du droit connaissent mieux les raisons que toi, que moi, que nous tous ici sur ce plateau. Mais quand vous avez une justice, qui ne rend pas véritablement justice parfois, quand vous avez une justice qui donne l'impression d'être au service des plus forts, mais à quoi voulez-vous attendre? Les gens veulent en découdre avec les gens dans la rue, c'est fini. Mais c'est cynique de le dire, c'est sadique de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Mais quand vous vous présentez au tribunal suite à une affaire et que, chemin faisant, vous vous rendez compte qu'on fait tout pour donner raison à celui qui est plus fort, mais là, les causes profondes sont là. Et souvent, quand ces problèmes se présentent, les gens tournent autour du pot. Vous pensez que les juges ne sont pas mieux renseignés que vous sur ces questions? Les juges qui protègent justement les voleurs? Les juges qui sortent notamment les voleurs de prison, mais pour les laisser aller vivre leur vie avant de les ramener le lendemain en prison. Mais ces phénomènes sont là. Et je n'invente rien. Nous le savons tous. Mais ils sortent les prisonniers la nuit. Qui ne sait pas, qui n'est pas au courant de ces pratiques? Qui n'est pas au courant de ces pratiques? Mais je n'apprends rien, absolument rien, à l'autorité, au pouvoir. Le pasteur Edo Komi a l'impression de rire, mais il est de la société civile et il est mieux renseigné que moi sur ces questions. Mais sauf que justement, quand le problème se pose, mais personne ne veut crever l'abcès, comme on dit. Mais on est là à tourner autour du... On connaît les raisons profondes. Mais si j'ai des problèmes avec quelqu'un qui est plus riche que moi, et que je me dis qu'une fois en justice, il y a toutes les chances qu'il ait raison devant le droit, alors même qu'il n'a pas raison, mais finalement, on est tenté d'en découdre avec la personne, on en parle. Mais finalement, nous nous retrouvons comme dans une forme de jungle. C'est ça, nous savons que c'est contraire, c'est la négation d'un état de droit, mais malheureusement, mais c'est cela. Mais, alors, on a découvert plusieurs raisons, on a découvert plusieurs causes, et l'une des solutions que le gouvernement a proposées, c'est la modernisation de la justice. Vous voyez comme ça fait rire, ça déclenche le rire sur le plateau. Mais sauf que on a beau parler de la modernisation de la justice, on en est là où nous en sommes. C'est juste les bâtiments. Voilà. On va pas quitter la justice, on va être... Oui, mais juste partager ce petit témoignage avec vous. Vous savez, moi j'ai un ami qui m'a raconté cette histoire surréaliste. Il me disait qu'ils avaient quelqu'un qui les avait escroqués dans un litige foncier. Et après, ils sont partis à la justice pour se plaindre à la justice. Mais la juge leur dit, mais tiens, cette personne, moi-même, je la cherche depuis des années. Parce qu'elle m'a escroqué moi-même. Elle a escroqué un parent à moi. Et que vous n'êtes pas la première personne. Ces victimes se comptent par dizaines. Même que je cherche la personne.
Mais la juge, bien le juge, les décommande, s'il le trouve, de la mener voilà, dans les commissariats ou gendarmeries de la zone, d'une certaine zone de la capitale ici à Lomé, parce qu'il leur dit qu'ils sont tous mouillés. C'est quelqu'un qui tient toutes ces personnes par le ventre, et donc de ne jamais l'amener là-bas. Et vous savez ce que le juge dit à mon ami, de faire tout eux-mêmes civils, qui sont ni juges, ni policiers, ni gendarmes, de faire tout pour trouver les moyens de mettre la main sur ce brigand-là, cet escroc. Et quand ils auront réussi à mettre la main sur lui, de l'appeler elle directement, de ne jamais l'amener le conduire à un commissariat ou à une gendarmerie, de l'appeler elle directement, elle leur dira comment procéder. Voilà un peu ce que je veux dire. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Et l'escroc a été arrêté. A été arrêté et envoyé à la prison. 48 heures après, il a été libéré. Voilà. Le procureur a dit qu'il est souffrant et que lui va le libérer, il l'a libéré. Et donc nous sommes là, comme ça, multi-récidiviste. J'ai dit escroc, je ne sais pas à quel degré, qui a escroqué même jusque dans la cour du magistrat. Oui, jusque dans la cour du magistrat, mais on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter, je vous dis. Vous imaginez? Alors, où est la protection? Lorsque toi tu es citoyen, lorsque tu apprends ce genre de choses et que tu as un conflit, un litige avec un autre citoyen ou bien tel genre de personne, tu vas réagir comment? Tu te dis, mais ce n'est même pas de la peine, ce n'est même pas la peine de l'amener, de le conduire à la justice ou au commissariat ou à la gendarmerie parce qu'il ne finira pas sortir. Vous voyez, non? Et donc, c'est ce genre de choses, c'est ce genre de sentiments qui poussent les citoyens à vouloir se rendre justice eux-mêmes. Et c'est très très dangereux. C'est très très dangereux. Il va falloir sérieusement que on modernise réellement, pas seulement passer des couches de peinture au mur de palais de justice, mais qu'on modernise vraiment, qu'on rende notre justice plus libre, plus indépendante, quoi. Plus indépendante, plus juste, en fait. Voilà, d'un phénomène à un autre, celui-ci, c'est la santé publique qui est en jeu, c'est la commercialisation des produits impropres. Et cette semaine, Dame Ayoko José a fait la une, a défrayé la chronique. Finalement, on a appris qu'hier, elle a été déférée à la prison civile de Lomé avec deux présumés complices. Vous avez appris, elle serait à l'origine de la fabrication des étiquettes des produits avariés dont la date de péremption est hors d'usage. Aujourd'hui, il a fallu quand même des pressions pour que finalement la dame soit déposée. Parce que le dos, est-ce que vous en savez davantage? Puisqu'on a vu quand même la société civile mobilisée toute la semaine, puisqu'elle a fait plusieurs jours au commissariat. Oui, ben, je voudrais d'abord remercier la police judiciaire pour cet exploit. Parce que ça fait longtemps où nous crions, nous dénoncions, nous faisons des révélations sur ces produits d'origine douteuse ou des produits impropres à la consommation. Donc depuis que nous avons appris cette nouvelle, cette dame qui s'est rendue richissime par cette voie unique. Elle est riche. Ah oui, elle est richissime. Hein. Elle a de l'argent. Je crois que un de nos membres est allé rendre visite à quelqu'un là-bas dans la cour de la DPJ. Je crois que le tout, hein, quand il fallait voir tous ceux qui venaient voir cette dame-là, apparemment, je crois que c'est des grosses cylindrées, c'est des bagnoles. Hein, c'est tout le monde, quoi. Hein. Elle a captivé tout le monde, elle connaît tout le monde. Et depuis ce jour, nous avons commencé par faire justement pression parce que nous avons demandé, interpeller la justice. Est-ce que cette fois-ci, parce que la dame là, elle n'est pas à son premier, à son premier acte, selon les informations. Ça fait des années hein, qu'elle possède ainsi. Même certaines commerçantes, ont eu à faire des révélations parce que ça fait longtemps qu'elle se plaignait de la provenance de ces produits qu'elle livrait à bon prix par rapport aux autres, très moins cher par rapport aux autres. Ouais, la concurrence était tellement déloyale avec cette dame que
beaucoup se plaignaient de l'origine. Beaucoup voulaient savoir exactement où est-ce quel autre trouvait ces produits. Et c'est finalement, selon les révélations, donc c'est les supermarchés, c'est dans les supermarchés qu'elle va chercher ces produits-là qui sont périmés et qui sont hors d'usage. Elle vient à les étiquettes et puis elle met des nouvelles dates. Et c'est ce qui a été, finalement, c'est quelqu'un qui a... enfin, c'est un proche de la dame, selon les informations, c'est un proche de la dame qui finalement s'est rendu coupable parce que la personne dit, mais ça fait longtemps que je suis avec cette dame-là, ce qu'elle fait, je vois, sa conscience, la personne a été gênée par sa conscience et elle a fait la révélation à une autre personne donc, qui est allée donc se plaindre à la police pour qu'on puisse l'arrêter. Donc, les informations qui venaient, c'est comme si on allait l'élargir, on allait la laisser depuis la police. Donc, nous avions fait pression. Les associations de défense de droits de l'homme nous sommes dit que ça fait longtemps que nous parlions de ça. Donc, il va falloir quand même que cette dame qui a causé beaucoup de tort aux citoyens pour avoir déversé sur le marché des produits impropres, là, qui a des effets néfastes, très graves sur la santé des citoyens. Vous vous rappelez tout ce que nous avons eu comme dénonciation, tilapia, les pics et autres que nous avons eu. Vous avez vu la gestion, comment la gestion a été obscure, elle a été très opaque dans ces affaires-là. Donc aujourd'hui pour nous, elle a été déposée à la prison civile de Lomé, mais la personne ne va pas s'arrêter là. Il faut que les complices, ces supermarchés aussi qui sont concernés, il va falloir quand même qu'on remonte à tous ces gens-là et que ce réseau-là soit démantelé pour que les Togolais, quand ils ont de l'argent, ils vont acheter quelque chose quand même et qui mangent, qui consomment ces produits-là conformément et qui n'aillent pas acheter la maladie avec leur argent. Maxime, est-ce que vous avez été surpris par ce qui s'est passé tout au long de la semaine? Non, moi, je n'ai pas été surpris parce que, vous savez, comment vous l'appelez, Damayoko, c'est ça? Oui, Damayoko José. Oui, Damayoko José, il y en a par dizaines dans ce pays. Hein. Il y en a par dizaines. Elle n'est pas seule. Oui, non, mais elle n'est pas seule. Vous croyez qu'elle est seule? Elle n'est pas seule. Vous avez certainement, vous rappelez, le pasteur l'a dit tout à l'heure, vous rappelez l'affaire des Tilapia Gate. C'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Dieu seul sait combien de produits sains. Combien de produits sains, je ne parle pas de produits malsains, combien de produits sains sont sur le marché togolais? Combien de produits sains sont sur le marché togolais? Déjà dans d'autres pays où la protection, les filtres, le mécanisme de filtre est puissant, il arrive même de découvrir des cas indélicats comme ça. Mais dans notre pays, on a l'impression qu'il n'y a même pas de filtre. Je vais vous donner juste un exemple. Vous savez, depuis quelques jours, il y a un scandale de viande périmée d'origine brésilienne. Un gros scandale au Brésil. Le Brésil, je crois, c'est le premier exportateur de viande de bœuf dans le monde. Et donc, il y a eu un scandale où justement des gens exportaient des produits impropres à la consommation. Et automatiquement, plusieurs pays ont commencé par interdire les importations de viande du Brésil. Est-ce que vous avez entendu le Togo prendre une quelconque décision? Ou le Maroc, la Côte d'Ivoire, plusieurs pays, je crois même le Bénin, plusieurs pays ont pris des décisions. Est-ce que vous avez entendu quelque chose comme ça ici au Togo? Non, parce que voilà, ça n'intéresse personne. Parce que voilà, justement, la santé... Peut-être qu'il n'y a pas de viande brésilienne au Togo. Oui, mais attendez, si on parle du Bénin, si on parle de la Côte d'Ivoire, j'ai dit, le Brésil, c'est le premier exportateur de viande de bœuf dans le monde. Et donc, je suis sûr qu'il y a des produits carnés brésiliens sur le marché togolais. C'est pour vous dire qu'il y a encore au Togo ici. Il va falloir qu'on puisse trouver un mécanisme pour vraiment les détecter et les mettre en état de nuire. Parce que, comment est-ce que vous vous battez, vous travaillez, vous gagnez un peu d'argent et vous allez pour acheter quelque chose, espérant que vous allez manger pour votre santé, alors que vous êtes en train d'acheter du poison. Parce que justement, ce que nous mangeons, si ce n'est pas propre à la consommation, si c'est impropre à la consommation, c'est quand vous prenez votre argent pour aller acheter du poison. Et Dieu seul sait que sur le marché, nous avons plus de poison que de nourriture sur le marché, y compris dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, parce que tout à l'heure on nous a dit que les produits viennent des supermarchés. Mais combien de produits périmés sont sur les étalages des supermarchés? Et maintenant, en dehors des supermarchés, là on parle des supermarchés, au marché, combien de produits
Combien de fois on n'a pas pris des gens et qu'on les a relâchés dans ce pays? Mais demandez aux associations de consommateurs, vont vous dire combien de fois on n'a pas arrêté des gens, on n'a pas dénoncé des gens, mais qui finalement n'ont pas été traduits devant la justice. Et donc ce pays est là comme ça, ouvert. N'importe qui peut faire venir n'importe quoi dans ce pays et les faire manger aux Togolais. Tant pis si ça provoque des morts, tant pis si ça provoque des maladies, personne ne s'en préoccupe. Mais ça doit nous préoccuper, nous les citoyens. Vous savez, si ça ne préoccupe pas les gouvernants, ça peut ne pas surprendre, mais ça doit pouvoir nous préoccuper, nous les citoyens. Il revient à la société civile, aux médias, en tout cas à tous les citoyens, de pouvoir s'organiser pour que, au moins, ce que nous achetons avec notre argent puisse être des choses qu'on nous vend. Et il ne faut pas qu'on nous présente, je ne sais pas quoi, du lait, alors que c'est du poison. Il ne faut pas qu'on nous présente je sais pas quoi, du yaourt, du spaghetti, alors que c'est autre chose, c'est des produits périmés, c'est des produits qui vont provoquer des maladies. Est-ce que vous savez que par exemple en Afrique, le cancer, dans quelques années, le cancer, ou bien actuellement, mais le cancer est en train de devenir l'une des maladies les plus répandues en Afrique. Le cancer. Et c'est dû essentiellement à ce genre de produits. Et c'est aussi l'occasion d'inviter les Togolais à privilégier les produits locaux. Voyez un peu pourquoi est-ce que par exemple nous avons du riz ici que je suis obligé d'aller prendre du riz qui vient de quelque part, je ne sais pas, dont je ne connais pas l'origine. Pourquoi est-ce que si nous avons, je ne sais pas quoi, des produits qu'on peut retrouver ici, produits par nos paysans, pourquoi est-ce que par mimétisme ou par singerie, je veux forcément aller acheter le même produit importé de très très loin, mais qui se trouve sur les étalages. On dit, pour terminer, on dit souvent à bon mentir qui vient de loin, il faut se méfier des produits qui viennent de loin, de très loin. Il faut se méfier de ces produits, il faut privilégier les produits locaux, dans la mesure du possible. Je vais donner, aujourd'hui le problème est là. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci la justice va aller jusqu'au bout? C'est pas on était tous en train de débattre du problème ou des problèmes de notre justice. Et c'est difficile de compter sur la justice dans cette situation parce que vous savez, déjà telles que les situations étaient présentées à la base. Alors, beaucoup de témoins ont rapporté que une fois que la dame a été interpellée, conduite à la DPJ, mais elle avait pratiquement le même train de vie qu'à la maison. Beaucoup de policiers même étaient à ses soins. Vous imaginez ce que ça veut dire? À la DPJ. Beaucoup ont rapporté, beaucoup de confrères qui ont travaillé sur le sujet ont rapporté, la dame, même à la DPJ, était comme chez elle, elle était quasiment comme cette princesse qui était dans son salon luxueux, etc. Voilà, c'est pas là le problème. Moi, mon humble avis, le problème c'est que l'immoralité est devenue un fonds de commerce. Et c'est le danger. L'immoralité est devenue un fonds de commerce. Parce qu'au-delà même de cette dame, elle associait le service de beaucoup de jeunes, d'après ce qu'on a dit. Oui, les deux qui étaient avec les jeunes étudiants. Des jeunes qu'elle engageait et donc qui l'aidaient à gommer les dates de péremption avec un produit spécial avant de mettre de nouvelles dates. Mais déjà, ces jeunes-là, on peut se poser la question sur leur moralité. Vous vous imaginez? Ça veut dire que quoi? Mais le moral, ou même la morale, les deux d'ailleurs, sont partis en éclats. Et il faut, je sais même pas, mais il faut doser la formation en morale, et de sorte même que les gens vivent au jour le jour de la morale, de la moralité. Ça, c'est important. Vous imaginez même, moi, m'engager pour cette entreprise mortelle qui peut me rattraper moi-même? Vous imaginez? Parce que ces jeunes-là, justement, sont des consommateurs comme tout citoyen togolais et qui s'engagent dans cette entreprise mortelle. On peut se poser des questions. Et maintenant, moi, ce qui m'intéresse, au ministère du Commerce, il existe un service qui s'appelle la Direction du Commerce Intérieur. C'est un service qui est censé connaître la date d'entrée de tous les produits de consommation sur notre territoire et qui est censé connaître la traçabilité de tous ces produits. Mais quand est-ce que ces produits sont écoulés? Est-ce que vraiment ces produits? Finalement, ça veut dire quoi? Ça soulève un autre problème. On a plusieurs services qui n'existent parfois que de nom. Parce que est-ce que ce service même est doté de moyens? On n'est même pas sûr. Mais je vous dis, allez au ministère du Commerce, il existe bel et bien un service qui s'appelle la Direction du Commerce Intérieur qui est censé
contrôler tout ça avec des moyens coercitifs qu'il faut. Mais c'est sûr que ce n'est pas le cas. Autrement, mais cette dame avec son entreprise n'aurait pas réussi à échapper justement à la vigilance, au contrôle de tous ces services plusieurs années durant, avant d'être appréhendée finalement, suite à la dénonciation des gens. Alors donc il faut appeler l'État vraiment à faire son travail aussi, c'est important, parce que autrement sinon, mais c'est comme laisser ses propres enfants aux gémonies des gens. Vous savez, un commerçant a un mot qui lui tient à cœur dans son vocabulaire, c'est le bénéfice. C'est le bénéfice. Même au prix de ses concitoyens. Voilà, mais maintenant, le bénéfice, d'accord, mais quand ce jargon devient ou tient compte des aspects immoraux, ça pose un sérieux problème. Hein? On ne peut pas, au nom du bénéfice, pratiquer ou faire ou s'engager dans des entreprises pareilles. C'est dommage. Et Défonce, aujourd'hui, madame, au moins, elle est au niveau de la prison. Qu'est-ce que vous pensez, puisqu'on nous apprend qu'elle disposerait au moins de 7 boutiques, Une dizaine, oui. à Lomé? Finalement, il serait difficile de manger. Hein. Vous savez, je voudrais faire une petite remarque. Dans un pays où les premiers dirigeants sont devenus les fossoyeurs de la morale, on a toujours des problèmes. Il a parlé, Dieudonné a parlé tout à l'heure de l'immoralité. Qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça? Non, je fais une remarque. Il a parlé de l'immoralité qui a déserté le clan. Tout à l'heure, Maxime a fait allusion au Brésil. Mais on est scandalisé de nous rendre compte que des pays africains comme le Bénin et autres ont pris des décisions pour que la viande contaminée n'entre pas au pays. Maintenant, à mon niveau, je vous pose une question. Quelle a été la suite donnée à l'affaire Tilapia? Quand on se rend compte que même au commissariat d'Akoresiwa, il y avait eu perte de carton ou bien de cantine de ce produit avarié. Au commissariat, hein, ça a disparu. Et les produits saisis, déposés au commissariat Au d'Akoresiwa. commissariat. C'est volé là-bas aussi. C'est volé. Aujourd'hui, 2 cas me font froid dans le dos. Comment arrive-t-on à faire pénétrer sur le territoire togolais les pétards pendant les fêtes de fin d'année? Et que le ministre de l'Intérieur, qui est le ministre chargé de la sécurité, du contrôle, qu'il sorte un communiqué pour dire on interdit. Et pourtant quoi? On entend les pétards. Non, pas qu'elle interdise, tout est déjà là. Bien, il y a ça. Il y a aussi le fait que aujourd'hui on poursuit les jeunes vendeurs d'essence de contrebande. Or, il y a des douaniers aux frontières. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est parce que quelque part, quelqu'un l'a dit ici, la complicité, si elle ne vient pas de là-haut, je suis sûr que Dame Ayoko dont vous parlez ne peut pas se comporter comme elle se comporte. Ou elle se comportait à la DPJ avant qu'on ne l'envoie en prison. Je crois bien que si nous arrivions à dire à nos dirigeants de faire preuve de... Excusez-moi, j'ai voulu dire une bêtise. C'est bon. Non, mais tu sais que c'est une bêtise. Non, tant mieux. Non, mais juste comme il n'a pas dit la bêtise, moi je vais juste compléter. Non, c'est pas une bêtise, mais juste compléter en disant que vous savez, il a cité par exemple les pétards, il a cité l'essence de contrebande. Oui, l'essence de contrebande, mais il faut aussi parler des médicaments de rue. Vous savez, le port du Togo, le port de Lomé, fait partie des ports d'où ces produits, enfin, par lesquels ces produits passent en grande quantité en Afrique. Et chaque fois, il y a des rapports sur ça. À l'alternative, on a récemment publié un rapport de l'Organisation mondiale des douanes qui a cité le port de Lomé comme l'un des ports, des grands ports d'entrée de ces produits en Afrique.
et on les saisit par tonnes, par dizaines de tonnes. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un... si on saisit le produit, ça veut dire qu'on connaît l'origine du produit, on connaît à qui le produit est destiné, tout ça. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un présenter sur les médias pour dire, ben voilà, ou bien traduit devant la justice? Non, on n'en voit pas. Et puis chaque fois, ça continue pas à arriver, ça continue pas à arriver. Si vous retrouvez ça sur les étalages dans la rue, il ne faut pas s'en prendre à la pauvre dame qui les revend. Il faut remonter. Et voir qui les fait rentrer dans le pays. Donc, tant que le pays est devenu comme ça, ouvert, et n'importe qui peut faire rentrer n'importe quoi sur le territoire, ça devient inquiétant. Voilà, on va terminer cette émission par les réformes. Oui, chacun a juste 2 minutes pour se prononcer sur ce tableau-là que présentent le Togo et le Bénin. Les Béninois actuellement sont dans la rue contre le fait que leur chef de l'État veut limiter le mandat veulent faire un mandat unique dans leur pays. Au Togo, on veut 2 mandats. On n'en a pas. Oui, mais c'est l'histoire. Oui. Non, mais non, c'est l'histoire. Moi, je fais juste une caricature. Hein. C'est l'histoire d'un rassasié de pouvoir et, comment vous l'appelez, d'un assoiffé de pouvoir. C'est comme ça, moi, je caricature la chose. Au Bénin, les gens sont rassasiés. Du pouvoir. Et au Togo, des assoiffés du pouvoir. Bassorito. Donc c'est vrai qu'on est en face 2 mondes, 2 réalités. 2 mondes, oui. 2 mondes, 2 réalités différentes. Parce que c'est vrai que nous, ça fait longtemps que nous sommes... nous nous battons ici pour avoir... les Béninois sont tellement satisfaits. Eux, on veut réduire à 1, eux, ils ne veulent pas. Donc, en fait, c'est ça, quoi. C'est ça le monde. Et c'est comme ça que le monde doit rester. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous, sur ce plateau, d'inviter les autorités togolaises quand même à copier ce qui est bien. Au Bénin, c'est bien, donc il va falloir qu'on le fasse aussi. Dieudonné? Non, quand on a été brillamment élu, à la tête d'un pays, je crois qu'il ne faut pas manquer de mesurer les forces en présence. Si aujourd'hui les Béninois sont dans la rue pour demander au président de revoir sa copie, c'est comme cela qu'il faut présenter un peu les choses, mais c'est que normalement, pour un président démocratiquement élu et brillamment élu, il faut clairement revoir sa copie et revenir sans doute sur sa décision. Vous savez, parce que pourquoi? Très dernièrement, aux États-Unis, Donald Trump a introduit une loi pour revoir l'Obamacare. Mais quand il s'est rendu compte que ça ne passait pas, il a retiré puis remis un peu. Non, il a tenté une deuxième fois, ça n'a pas marché. Mais il a tenté. Il a été renvoyé par ses propres éléments. Mais il a retiré finalement. Il était obligé. Oui, c'est ce que je voudrais demander. C'est tout simplement ce que je voudrais demander. Il faut écouter le peuple. Quand on a surtout été élu démocratiquement et brillamment. Ça dit beaucoup de choses. C'est quand même curieux que voilà, tout autour de nous, on voit des gens qui se battent comme ça pour écourter au maximum écourter les mandats présidentiels et que nous, on soit dans cette situation. Maintenant, pour revenir sur le cas du Bénin, vous voyez, bon, moi personnellement, je ne trouve pas que ce soit une priorité, une grande priorité de vouloir réduire le mandat de 2 à 1. Si par exemple lui-même, lui ne veut pas faire de mandat, bah, il fait un mandat, il fait un mandat et puis ça va. Le temps François Hollande. Oui, voilà. Il peut faire un mandat et partir. Ouais, non, mais est-ce qu'il est obligé d'introduire un tel projet? Et là, ça devient une nouvelle crispation politique dans le pays. Ça va prendre des semaines et des mois. Ça va divertir l'opinion. Et pendant tout ce temps, bon voilà, peut-être que d'autres problèmes plus prioritaires sont là, auxquels il devrait s'occuper. C'est vrai que, bon, je ne sais pas si c'est sincère, parce qu'avec les politiciens, il faut vraiment apprendre les choses avec des pincettes. Ça démontre que, bon, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas un assoiffé de pouvoir, comme l'a dit. Mais ça peut aussi être une propagande. Genre, on crée une situation pour pousser les gens à demander plus. Vous voyez? Donc voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut prendre les choses avec des pincettes. Mais à mon avis, ce n'est vraiment pas une priorité de vouloir réduire le mandat de 2 à 1. Bon, à mon avis, 2 mandats, ce n'est pas exagéré. Plusieurs pays, un peu dans le monde, voilà, ils peuvent s'en contenter. Vous voyez, non? On peut se contenter de 2 mandats. Maintenant, si toi,
tu veux faire un seul mandat. Mais si tu veux faire un demi-mandat, tu veux partir en Gambie. L'actuel président, il a dit qu'il va faire 3 ans. Et on attend de voir. Oui, bon, c'est ce qu'il a dit. On a obligé de les prendre. On a obligé de les croire à ces paroles. Donc il a dit qu'il va faire 3 ans et partir laisser le pouvoir politique parce que lui-même n'est pas politique. Vous voyez? Oui, donc, si tu veux faire un mandat, tu veux faire demi-mandat, tu veux faire 42 mandats et partir, voilà. Non, peut-être que c'est une promesse de campagne aussi, hein. C'est une promesse de campagne, hein. Oui, qu'il va faire un mandat. Oui, qu'il fasse un mandat et qu'il parte. Mais il ne faut pas qu'il oblige tous les Béninois à faire comme lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout demander en procédure d'urgence. Ouais, c'est ça. Alors que les députés sont en congé ou en vacances, on demande une procédure. Et surtout, il s'agit des textes fondamentaux du pays. Oui, mais ça là, il faut vraiment mesurer les choses pour pouvoir. Peut-être qu'il veut. Il ne faut pas non plus qu'il en passe de trop, quoi. Sinon, ça va ressembler à de la propagande politique. Singulariser la démocratie béninoise, peut-être une démocratie singulière. Non, mais un mandat. Ça ne passera pas. Parce que le signal a été donné par les députés. Il avait cru à un moment donné, puisque quand il présentait, ou quand on présentait son projet de gouvernement, c'est passé. Les 83 députés béninois ont dit, bon, ok, ça peut passer. Peut-être qu'il a encore pensé. Mais beaucoup de choses sont passées en mais il a oublié qu'il a été affaibli et que son mythe tombe avec l'affaire Adjavon, avec l'affaire des étudiants, où la cour constitutionnelle lui a dit, stop à tout cela. Alors, mais il faut qu'il revoie sa copie. Ah oui, c'est clair. Voilà. Et il a perdu un ministre, le ministre de la Défense, un ministre, en tout cas, que tu as intérêt à avoir de ton côté, sinon il te pourrit la vie. Hein. Ah oui. Bon, on apprend qu'il sera dans la rue demain. Avec sans surprise. Voilà, cette émission va se terminer comme ça. Oui, chacun 30 secondes de donner. Le week-end, ça va se passer, vous le c'est pas le week-end, mais il faut être sûr de pouvoir consommer des produits, qui ne sont pas périmés. C'est très important. J'espère que tu vas. Je suis toujours à Lomé, les tu vas pas fréquenter le marché. J'ai peur avec tout ce qu'on vient de dire. Non, cette fois-ci, je suis à Lomé. Tu ne seras pas Bougan. Je voudrais juste donner un carton rouge à quelqu'un. Un carton rouge au préfet du Golfe. Il t'a fait quoi? Au préfet du Golfe qui s'implique dans une affaire foncière à Clobatem, alors que le dossier est au tribunal. Maxime. Oui, bon, j'aurais bien aimé être quelque part d'autre, il faut mieux vivre qu'ici avec toutes ces nuisances sonores, mais les moyens étant ce qu'ils sont, bon, on est obligé de rester là, contribuer sur nous, les week-ends à Lomé, et j'invite les Togolais à faire beaucoup attention, se méfier de tout ce qui vient de loin, tout ce qui est fermé et dans un emballage, bouteille, carton, conserve, tout ça, et qui vient de loin, il faut vraiment se méfier. C'est très très facile, il n'y a rien de plus facile que de changer les dates sur les boîtes de conserve, tout ça. Donc il faut vraiment s'en méfier et privilégier tant qu'on le peut des produits togolais. Je pense que nous avons une gamme très variée, large gamme de produits pour manger togolais. Oui, locaux. Il faut manger, consommer local. Et bio. Merci beaucoup à Maxime Domeni, pasteur et de commis de Donné Korakina et des forces Akbaki. Ils sont 4 dans ce studio aujourd'hui spécialement. L'émission est spéciale, ça se referme comme ça, mise en nom de Romaric Freitas. Bon week-end en compagnie de nos programmes. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information.